Merci d'être venu, c'est sympa. Et pour ceux qui le sujet de cette présentation, ça va être essentiellement sur la sécurité et surtout les agents, qui sont là pour scanner en runtime tout ce qui est activité sur vos clusters. Donc on va brander ça sur le thème Avengers, pour que ce soit un peu plus fun. Ça, c'est une présentation que j'ai présentée, à Londres, à Cloud Reject avec un partenaire qui est Armo, qui est spécialisé dans la sécurité et qui est, la société qui est derrière le projet open source qui s'appelle Kubescape. Hop, bon. Alors moi, je me présente rapidement, donc du coup, je me suis mis en avatar, super-héros. Vous me reconnaissez forcément. Donc je suis Cloud Native Advocate, je travaille depuis 4 ans chez Dynatrace. Ma spécialité, c'est tout ce qui est Cube, tout ce qui est OpenTelemetry, Observability, enfin tout ce qui est open source. Je suis CNCF ambassadeur depuis, 1 an maintenant. Et je couvre tous les projets open source. Des fois, je fais des live streams sur CNCF, si vous pouvez me suivre. Et puis, avant de devenir un observability geek, on va dire, j'ai investi toute ma carrière dans la performance engineering, dans l'ingénierie de la performance. Donc, j'ai passé toute ma carrière à casser, tester, à optimiser des systèmes. Et je trouve que c'est une super practice parce que c'est une manière d'apprendre plein de concepts d'architecture, de couvrir plein de concepts techniques différents, contrairement à d'autres practices où on est très centré sur une seule technologie. Du coup, comme c'est une practice que j'adore, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Perfbytes où je fais du contenu autour de la méthodologie de la performance. Et puis j'ai créé la chaîne française, Perfbytes français, où je produis très rarement du contenu, mais je le fais quand j'ai un peu de temps. Et sinon, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Is It Observable, qui est vraiment orientée sur open source et observabilité, Kubernetes et compagnie. Alors, petit disclaimer. Pour cette présentation, j'ai dû réaliser plusieurs tests parce que c'est un benchmark en réalité. Donc, je peux déjà vous rassurer que je n'ai pas fait de mal à un Spartan, à un Aigle, à un bouclier. J'étais très sympa avec toutes ces solutions. La présentation ici, elle n'est pas là pour critiquer une solution ou blâmer ou critiquer. C'est plutôt dans le sens contraire, c'est plutôt de partager des feedbacks à ces projets et puis surtout simplifier quel outil je devrais utiliser dans mon contexte. Donc il y aura un petit conclusion avec des notations et vous verrez cette partie-là. Alors présentons les différents super-héros. Alors on a Falco, l'aigle, qui est la solution la plus vieille parmi ces 4 super-héros. Falco est on va dire sponsorisé par Sysdig derrière. Il est là depuis un petit moment, donc on a une certaine confiance sur Falco. On va dire, on part sur l'abeille, c'est Tetragon. Tetragon, c'est sponsorisé entre guillemets par le projet Cilium, qui est maintenant AI the Violent, et c'est Cisco derrière, on va voir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et enfin, on a KubeArmor, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans la communauté CNCF autour de la sécurité, qui va gérer la sécurité d'une certaine manière. On va essayer de comprendre si c'est un avantage réel pour nos besoins. Attends, mais non, du coup, tu veux juste faire ça, je pense. Non. Et enfin, le dernier, on va voir Kubescape, qui est la dernière solution qui est arrivée, qui est derrière cette solution, c'est Armo, qui est sponsorise, enfin qui est derrière le projet open source. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette présentation? On va aborder plusieurs choses. Déjà, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on attend d'un agent de sécurité qui tourne au runtime. Après, on va essayer de comparer ces agents sur différents critères. Donc, la partie première critère, c'est quels sont les composants qui vont être requis lorsque je vais les déployer dans mon cluster. On va aborder également la partie expérience, c'est-à-dire quand je vais concevoir des règles de sécurité, il va y avoir on va dire, certaines solutions vont amener beaucoup plus de complexité. Et donc, on va aborder cette expérience utilisateur en sein de compréhension et appréhension de l'outil. On va regarder brièvement la partie sécurité qui était abordée par mon collègue de Armo. Je vais juste donner sa conclusion. Et en fait, on va également regarder qu'est-ce que ces outils vont nous fournir en termes d'observabilité, parce que c'est bien d'avoir des outils, mais il faut s'assurer qu'ils fonctionnent. Et après, on va regarder le benchmark. Donc, j'ai essayé de faire un benchmark pour regarder quand je mets un agent, est-ce que je vais avoir on va introduire de la latence dans mes temps de réponse, et est-ce que je vais avoir plus ou moins de la consommation CPU dans mes clusters, etc. Et enfin, j'ai une petite recommandation. Alors, commençons par les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs? Quels sont les éléments qu'on attend d'un agent de sécurité? Donc déjà, pourquoi on en a besoin? Tout simplement, on a passé sur pas mal de nos process de développement, on n'a pas scanné nos images, on a mis des règles de firewall, on a mis des règles de déploiement sur des bonnes pratiques.
Ces agents-là, ils sont là présents, c'est un peu comme des caméras de sécurité. C'est-à-dire qu'on dans un bâtiment, dans un hôtel, on a des caméras de sécurité, elles sont là pour détecter des éléments suspects et du coup de les reporter ou de les bloquer éventuellement. Donc pour pouvoir couvrir cette fonctionnalité-là, on a besoin de certains nombres de pouvoirs. Le premier, ça va être de capturer. Il faut capturer un événement, pouvoir le filtrer et le restituer. On va aborder l'aspect composants. Quels sont les composants que je vais nécessiter d'avoir dans mon cluster? La partie observabilité, bien sûr, la fonctionnalité en termes de sécurité en tant que telle. Et enfin, la dernière partie, ça va être est-ce que c'est performant et que ça n'introduit pas de la latence au sein de mes applications. Alors, allez, on va aborder le premier élément, le premier pouvoir, c'est les composants. Alors, tout composant, pour pouvoir surveiller dans un cluster Kubernetes, on va pouvoir nécessairement, pour sniffer des process, sniffer du réseau sur un kernel, on va se baser sur la technologie eBPF. Alors, combien d'entre vous comprennent ce que c'est eBPF? Est-ce que vous avez besoin d'un rappel pour les autres, ce que c'est? Alors, eBPF, c'est simple. C'est si on prend un kernel Linux, vous avez le user space, vous avez installé vos programmes. Et derrière, quand vous faites du développement, vous n'allez pas dire d'admettre l'adresse mémoire pour attaquer directement la carte réseau ou attaquer derrière le disque. Vous interfacez en fait à une couche qui est le kernel qui va dire bah, tiens, je vais faire write into disk. Il rentre dans le système kernel. Et le kernel, il va traduire ça par une fonction du kernel qui va dire VFS write ou peu importe la fonction qui va interagir avec les composants physiques de la machine et faire l'opération souhaitée. Quand on fait une sonde BPF, on veut capturer les événements qui se passent dans le kernel. Donc, on va pas nécessairement, on va pas modifier le kernel parce que ce serait extrêmement coûteux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer une sonde et cette sonde, elle va être lancée à un événement spécifique. Tiens, je veux que je lance à chaque fois qu'il y a une lecture de disque VFS read. Donc, dès que je vais avoir un événement VFS read dans mon système, eh ben, le petit programme, la petite sonde va se lancer. Elle va faire quelque chose. Donc, généralement, quand on est sur du VPF, c'est des programmes qui sont très simples. C'est dire, tiens, j'ai un paquet, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et après, je vais le reporter dans l'user space. Et dans l'user space, en fait, pour partager, il y a un espace mémoire qui est partagé entre le kernel et l'user space qui s'appelle les BPF map. Donc, on peut stocker des informations. Et donc, dans l'user space, on peut récolter ces informations pour en générer des logs, des métriques ou autre chose. Donc, ça, c'était la brève présentation. Et toutes ces solutions se basent sur eBPF. Et on va voir surtout, on va dire que Cilium est très, très, très à fond là-dedans, surtout dans son aspect design. Donc, pour pouvoir sniffer les éléments, on va avoir un daemon set, puisqu'il nous faut on va déployer des sondes dans tous les nœuds du cluster. Donc, ce sera nécessairement le prérequis de base, c'est un daemon set avec des sondes eBPF. Commençons par Falco. Bon, Falco, il y a forcément un agent eBPF, donc le daemon set, et on va avoir pas un opérateur, mais un serveur. Donc, on va regarder ce que c'est tout à l'heure en plus en détail. Et on va à une solution qui est optionnelle, mais on va voir qu'elle est vite nécessaire, c'est Falco Sidekick, qui a un rôle dans l'aspect observabilité. Tetragon, on retrouve la partie composant, donc c'est-à-dire la sonde eBPF, et là on va retrouver un opérateur. Qui dit opérateur dit qu'il va avoir des configurations, ça va simplifier la partie configuration, donc on va avoir des CRD qui vont nous simplifier l'expérience utilisateur. Kubermore, on retrouve la sonde et on va retrouver plein de choses en plus. On se dit, mais pourquoi on a autant de choses? On retrouve l'opérateur, on retrouve un relay serveur qui a un peu rôle d'observabilité, et après, on a un composant qui s'appelle le contrôleur. Je ne sais pas à quoi il sert, mais il est là. Et après, on a plein de CRD, beaucoup plus que Tetragon. Et enfin, Kubescape. Kubescape, je l'ai rajouté parce que Kubescape ne fait pas que du runtime threat detection. Il scanne les images au runtime, il détecte les activités réseau, il couvre tout le spectrum qu'on a besoin dans la partie sécurité. Donc là, du coup, c'est pour ça qu'on a autant de déploiements. Donc, on a la partie runtime, la sonde. On va retrouver ici la partie scan de vulnérabilité, le scan de malware, le scan réseau. Et après, on a tous les CRD qui va soit qui est dédié à la configuration, soit au reporting de vulnérabilité qu'on peut détecter. Alors du coup, là, il n'y a pas de conclusion. Chacun a un avantage et un inconvénient. On va voir si cette architecture va avoir un avantage dans la partie perf. Maintenant, pour capturer et filtrer. Pour un agent de sécurité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être capable de détecter tout ce qui est un process qui se lance. Alors pourquoi? Parce que si mon conteneur est pris d'assaut par un hacker, bah, il va lancer un process un process qui n'est pas normal dans mon conteneur. Il va essayer d'accéder au nœud pour récupérer les tokens ou sur le file system. Donc il y a plein de choses qu'il faut qu'on détecte. C'est les process, les accès au disque, les accès réseau et surtout tout potentiel
changement de privilège au sein du conteneur et bien entendu les activités qu'il peut y avoir avec la Kubernetes API. Capturer, c'est une chose, mais il faut rajouter de la métadata. Donc, il faut savoir quel fichier, quel process, quel user, les métadatas Kubernetes nécessairement, quels sont les syscalls qui ont été faits, etc., etc. Et bien entendu, optionnellement, avoir une règle prédéfinie qui évite la configuration qui peut être compliquée, ce serait un plus. Et dernièrement, dernier élément, c'est pouvoir réagir. Parce que d'identifier quelque chose, mais juste le dire, ah tiens, je me suis fait hacker, c'est sympa. Mais de dire, tiens, j'ai hacké, mais il a bloqué, c'est un peu mieux. Alors, on va regarder. Falco. Falco, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Falco, c'est pas un agent de sécurité. Tout le monde dit que c'est un agent de sécurité. Falco, c'est un serveur de règles. Il prend un élément en entrée. Donc je définis hop, tiens, l'animation n'est pas envoyée. Donc il prend un événement qui rentre dans le système et il dit ah ça match une règle et il va cracher une log. Donc finalement quand il va produire des événements que quand ça match une règle définie. Et par défaut, Falco quand on le déploie, il vient avec un agent kernel, donc l'agent eBPF. Donc il va capter des éléments kernel. Mais on peut très bien créer un agent, par exemple, tiens, j'ai envie de scanner ma boîte mail, donc j'envoie tous mes mails sur le Falco serveur, et puis derrière, il va appliquer une règle pour dire oui, c'est un mail suspicieux ou pas. Donc, on peut faire plein d'utilisations différentes de Falco, au-delà de la sécurité qu'on a l'habitude de voir. Ils ont forcément un SDK qui nous permet de créer nos propres, entre guillemets, agents, c'est-à-dire au-delà du kernel. Et bien sûr, ils capturent tout ce qu'on a besoin au sein de la sécurité. L'événement produit, au sein de Falco, la structure, elle est vraiment dépendante de la règle qui est fournie par Falco. Donc, on a ce qu'on appelle output fields. Output fields dépend de ce qu'on a, quelle fonction on a capturée, et tous les restes des métadatas dépendent vraiment de la fonction. Pourquoi? Parce que quand on crée une règle Falco, on a un langage qui est prédéfini, qui va dire, bah, tiens, j'ai une règle, j'ai une description, j'ai une condition. Si je match tel élément, tel truc, et après, derrière, j'ai un output. Donc, finalement, ce qu'on retrouve dans l'événement, c'est très dépendant de l'output qui a été construit dans la règle. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important dans la partie observabilité. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres, c'est pas un opérateur. Alors, du coup, comment ça fonctionne? C'est que ça va charger une règle au démarrage. Ça utilise, ça très bien. Si un jour on veut changer de règle, bah, il va falloir stopper le serveur, loader les fichiers et relancer le serveur. Et là, on a la nouvelle règle qui est prise en compte. Donc, il n'y a pas de hot reload, entre guillemets, sur Falco. Donc, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Je ne sais pas. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un grand fichier avec plein de règles. Donc, est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. À déterminer, c'est en fonction de l'expérience utilisateur. Par contre, eux, ils fournissent une règle prédéfinie, et ce qui va faciliter l'expérience utilisateur. Tetragon, lui, par défaut, quand on le déploie, il n'a pas de règle prédéfinie. Donc, il va capturer tout process qui se lance et tout ce qui process qui s'achève au sein de notre kernel. On peut déployer une policy qui va dire qu'est-ce que je vais entrer une règle, donc qu'on va filtrer. Et du coup, il va créer un événement qui est un arbre énorme, avec énormément de détails, le process parent, tous les détails sur ce qu'on attend sur un événement de sécurité. Et du coup, la logique de construction de ces événements, elle est très basée sur la notion d'eBPF. Donc, kprob, tracepoints, uprob, LLSM. Alors, si vous ne connaissez pas, je vais rappeler. Kprob, kernel function. Tracepoints, événement dans le kernel. Uprob, comme user, donc c'est user space function. C'est-à-dire que là, j'ai appelé une fonction qui est dans le user space. Et LSM, c'est une couche qui est dans le kernel aussi. Alors, quand on déploie, finalement, ça, c'est une tracing policy. En fait, on va dire, ben, moi, c'est une kprob. Donc là, je détermine. Donc là, on est vraiment proche de la notion d'eBPF. Donc là, je suis intéressé par une kprob. Et là, du coup, comme vous êtes tous des experts du kernel, vous le savez tous. Moi, je sais très bien que TCP connect, je connais les arguments par cœur. Il y a 5 arguments. Donc, l'argument 0, c'est la socket, on le sait tous. Hein. L'argument 2, c'est l'IP adresse. Et du coup, quand on connaît, c'est assez simple. Quand on connaît. Hein. Donc, je mets la fonction. Je dis, je sais que c'est un arg de type socket. Comme ça, pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que lui, il va récupérer un binaire et il va le désérialiser à la volée pour pouvoir produire du texte. Donc, c'est important de savoir exactement les typologies de chaque argument. Donc, déjà, il faut connaître la définition. Donc, à vous d'aller regarder le code source de kernel des bonnes fonctions pour configurer convenablement la policy. Donc, c'est très compliqué, mais une fois qu'on a compris et qu'on a un peu compris le truc, on peut faire tout, mais vraiment tout. On peut capter tout ce qu'on peut dans le kernel, ce qui est vraiment impressionnant. Et de bas, donc là, c'est juste la partie capture et filtre. Mais en plus, on a la possibilité de réagir. Et la manière de réagir, c'est aussi extrêmement complexe. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
CubeArmor. Alors CubeArmor, quand on le déploie, il va capter rien du tout. C'est-à-dire qu'il va capter que quand on va lui dire: «Tiens, j'ai une policy, s'il te plaît, génère-moi un événement, qui correspond à cette policy». Il, on peut produire des événements, mais des événements vont se faire en rajoutant des annotations dans nos workloads. Donc ils ont une notion d'annotation. Donc au travers des annotations, on pourrait dire: «Bah, tiens, je veux que tu produises des événements dans ce namespace au sein des process, des fichiers, des réseaux, des capabilities, des syscalls». Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va avoir des événements supplémentaires. Alors pourquoi on a besoin de créer des événements? Parce qu'on va avoir la configuration de CubeArmor. Si on ne connaît pas ce que CubeArmor crash, bon, ça va être très difficile de configurer de la même manière que Tetragon. Concernant l'événement, il est très structuré, donc c'est assez simple. Et donc là, sur la partie design, donc ils ont plusieurs CRDs, un pour le cluster, un pour le namespace ou un déploiement, enfin un workload, et un pour un nœud particulier. Je pense qu'ils auraient pu regrouper en un seul, ça aurait simplifié énormément l'expérience. Et comme j'ai dit, en fait, là, il y a une structure qui est faite. Donc d'abord, moi, la règle de base que je dirais sur CubeArmor, générer les événements, regardez ce que vous avez, et après, avec les événements générés, vous pouvez configurer. Et après, désactiver les événements, parce que vous allez voir en termes de perf, c'est autre chose. Kubescape. Alors Kubescape, lui, quand on le déploie, sur la partie runtime, je parle que de la partie runtime, il a déjà des règles prédéfinies. Donc c'est-à-dire qu'on le lance, il va déployer un grand nombre de règles qui concernent les process, les fichiers, les réseaux. Et la manière dont ça a été conçu, et je trouve qu'il est vachement assez intelligente, c'est quand on le déploie, sur la première heure, il est en phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il prend vos workloads, et il essaie de comprendre, OK, bah, ce workload, il va créer un CRD qui s'appelle Application Profile. Il va dire, ah tiens, cette application, elle utilise tel process, tel droit, telle chose, tous les détails, fichiers, etc. Donc on peut regarder, on dit, bah tiens, oui, ça c'est vrai, donc je valide. Et après, il va se lancer toutes les X minutes, et il va refaire un scan, et il va regarder le delta. Ah tiens, j'ai un nouveau process sur un conteneur, c'est bizarre ça quand même. Donc ça paraît suspicieux. Donc c'est dans cette manière d'un peu de diff qui est assez intelligente, qui est un peu moins lourde, on va voir l'exécution. Et après la configuration, si on veut activer, désactiver des règles, donc ils ont plein de règles activées de base. Donc la règle de base, elle scanne tout. Et après, ils ont des règles, ils ont plein de règles. On peut dire, tiens, je veux pas cette règle, donc on peut customiser si on veut le niveau de granularité de sécurité qu'on va avoir. Donc, ah, le blanc, c'est pas terrible. En termes de conclusion, je dirais que ils couvrent tous les prérequis. Les seuls qui sont capables de réagir, c'est Tetragon et CubeArmor. Et la partie customisation, j'ai mis Tetragon parce qu'une fois Tetragon, on a compris ce qu'on peut faire. En fait, on a besoin de faire du code. On peut tout faire avec leur policy, ce qui est impressionnant. La partie observabilité. Alors, la partie observabilité, l'idée, c'est que par nature, comme il crache des événements, donc c'est de la log, c'est une manière d'étendre son observabilité, d'attacher un événement de sécurité à son workload, à son pod, à son cluster. Par nature, ça étend cette notion d'observabilité. Donc, il va falloir qu'on parse ces logs, c'est un prérequis. Et comme c'est très verbeux, ben, on n'a pas envie d'exploser nos parseurs, donc ce serait bien d'avoir une fonctionnalité qui limite le nombre de champs qui sont exportés. Et aussi d'avoir une notion de throttling, c'est-à-dire quand j'ai un événement qui arrive toutes les millisecondes, bah, c'est vachement verbeux, donc je crache énormément de logs. Donc de dire, tiens, au bout de quand les 100 premiers événements, tu génères de la log, et après, tu arrêtes de m'avertir, sinon je vais avoir beaucoup d'activités d'IO sur mes nœuds. Et enfin, la partie en bas, c'est bah, j'ai un opérateur, j'ai une solution. Bah, si elle crache, bah, j'ai plus de sécurité. Donc j'ai envie de savoir, est-ce que cette solution marche et elle est également saine, donc d'avoir un reporting sur la solution en tant que telle. Alors Falco, la première chose, c'est que Falco, lui, il fait tout par les logs. C'est du JSON, c'est génial. Donc on peut faire de deux manières. Donc on peut soit prendre un collecteur OpenTelemetry, récupérer les logs qui sont crachés sur le serveur Falco et les parser. On va voir qu'il y a cette subtilité de toutes les règles font un format différent, ce qui donne un peu le parsing très compliqué, ça devient très lourd à faire. Donc c'est là où Falco Sidekick a du sens. Donc en fait, Falco va envoyer ça à Falco Sidekick, et Falco Sidekick va simplifier l'événement généré. Et enfin, lui, Falco produit énormément de métriques, donc on sait exactement les sondes, elles fonctionnent bien, le serveur, il fonctionne bien. Du moins, on a des métriques on peut se baser pour faire au moins des SLI, des SLO sur Falco. Tetragon, lui, il expose tous ces événements sur ses sondes eBPF directement.
Les événements produits sont très verbeux, on peut les configurer pour réduire les champs, ce qui est très bien. Et ils ont des exporteurs Prometheus, donc sur sur les sons d'eBPF et sur l'opérateur, donc on a tous les niveaux de granularité qu'on a besoin. CubeArmor. Alors CubeArmor, jusqu'à donc je les ai un peu bâchés, et là ils ont changé. Donc maintenant, par défaut, ils généraient rien du tout. Donc pour collecter des logs, en fait, il faut les activer. Maintenant, on peut, par défaut, le relay server va produire de la log. Donc c'est-à-dire que l'agent, en fait, envoie ce relay server et le relay server, c'est lui qui aura la log. L'événement produit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très structuré, donc c'est très simple à parser, il n'y a pas de difficulté. Et ils ont fait, alors ça j'ai trouvé ça génial, ils ont fait un receiver dans l'OpenTelemetry Collector, ce qui est un composant d'OpenTelemetry. Et du coup, ils se connectaient automatiquement sur les agents, c'était superbe, mais ils l'ont pas maintenu. Donc du coup, ce serait bien que la communauté le maintienne pour que ce soit plus simple pour nous. Par contre, CubeArmor, ils produisent 0 métrique. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment c'est sain, hormis récolter les ressources utilisées. Et je sais qu'ils m'ont contacté, ils vont ajouter cette fonctionnalité parce qu'ils sont en cours de développement. Cubescape. Alors Cubescape, eux, ils ont une intégration native avec OpenTelemetry, donc tous les composants produisent de la log, des métriques et des traces. Donc les traces, c'est vraiment orienté pour des contributeurs et des mainteneurs, on va dire. L'agent eBPF, lui, exporte des métriques, donc on a des détails. Et après, toutes les solutions produisent des CRD avec des résultats. Donc si on lit ces CRD, on a les vulnérabilités, les risques, enfin tout. Donc c'est extrêmement riche en termes de données qu'on peut récupérer. En résumé, je dirais que tous ont les critères requis. Il y en a qui ont les avantages et les inconvénients. Le seul inconvénient, je dirais, on ne voit pas ici, c'est que CubeArmor, qui est là, ne fait pas d'observabilité. Donc, si on veut savoir si c'est sain, on ne peut pas le savoir. Il faut regarder les ressources. Alors, on va regarder la sécurité. Je vais aller très, très brièvement dessus. La sécurité, la manière dont on a fait, donc moi, j'ai fait la partie perf, lui, il a fait la partie sécu. On a mis une solution qui est, donc c'est assez long, je vais essayer de passer. C'est une solution qui nécessairement, on simule une attaque, donc c'est un ping, on voit que c'est un ping, et du coup, on va y faire de l'injection de commandes dans le champ. Donc là, par exemple, on va essayer de faire un ls derrière, et après, on va essayer de récupérer le token du serious account du compte de ce conteneur. Et après, une fois qu'on l'a, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est juste une manière. Donc là, par exemple, là, le ls, il est passé. Et après, on va faire la même chose, mais en allant plus loin, mais en récupérant le access token du pod concerné. Donc ça, c'est une type d'attaque qu'on a fait et on va les passer. Par contre, sur le résultat que je partageais, mon collègue n'a pas à couvert Tetragon et CubeArmor, et on l'a vu qu'ils ne sont pas de règles de base. Donc si tu mets CubeArmor et tu mets Tetragon et que tu lances des attaques, forcément, s'il n'y a pas de règles, il ne va rien capter. Donc, je vais juste faire la conclusion sur la partie Falco et la partie Cubescape, parce qu'eux, ils ont des règles de base. Donc là, voilà, on va regarder, vous allez voir le token, c'est assez marrant. Attention. Bon, ça c'est. Ah, voilà. Donc là, le token est affiché, il n'y a plus qu'à le déserialiser, et c'est parti. Alors, du coup, Falco, lui, sur les attaques qu'on a été faites, donc il a détecté la majeure partie des événements. Donc ça marche plutôt pas mal. Par contre, il y a énormément de bruit. C'est-à-dire que par rapport aux attaques régénérées, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en tâche de fond qui ne concernent pas du tout l'attaque et qui n'ont aucune valeur dans le contexte de ce benchmark. Donc il n'y a pas de valeur. Cubescape, lui, la plupart du choses, c'est que comme ils ont de manière différente là, sur des diffs, à chaque fois, le false positif, il le détecte tout de suite et on n'a pas ce bruit de constante pollution en tâche de fond. Donc, c'est un peu un avantage. Sur la conclusion, sur la partie sécu, on va dire que Tetragon et CubeArmor, sur la manière dont c'est fait, où il faut un peu configurer, c'est un peu quasiment de l'observabilité, parce qu'on peut utiliser ces solutions au-delà de la sécurité, mais également faire de l'observabilité. Contrairement à Falco et Cubescape qui intègrent ces règles de base, qui fait que l'expérience utilisateur, c'est nettement plus simple. Donc, je dirais que c'est les règles de base qui fait que dans l'aspect sécurité, on a noté ces éléments. Par contre, sur tous les éléments de sécurité, il faut toujours faire un ratio entre nombre d'événements réels et le bruit. Parce que quand il y a des bruits, on a tendance après les ignorer quand il y a trop de bruit, donc c'est un peu gênant. Il faut éviter d'avoir trop de bruit. Performance. Alors, les performances, comment on a fait ça? Moi, ce que je voulais, c'était mesurer la latence introduite sur les applications et la consommation de ressources par ces différents composants. Et un autre élément, comme ça se base sur des BPF, vous avez compris, donc on envoie sur le kernel, et Kubelet, lui, il est très sympa,
mais il ne regarde pas le kernel, il regarde le user space. Donc, on peut avoir une sonde eBPF qui ne consomme rien sur le user space, et du coup, Kubelet dit ah, tout va bien. Mais par contre, en fait, la sonde eBPF, elle est en train de mettre à plat notre kernel. Et donc, sans que Kubernetes soit au courant, on a mis à un vrac notre nœud et on perd un nœud en plein vol. Donc, eBPF, savoir l'empreinte eBPF, c'est extrêmement important. Alors, pour ce bench, là, j'ai mis les règles de base des deux outils. J'ai rajouté quelques règles sur Tetragon et quelques règles sur Kubermore. J'ai dû forcément faire plein de tests. Donc, un test sans agent pour mesurer le temps de réponse de référence, un test avec Falco, et après, j'ai fait plusieurs tests en fonction des solutions. Donc, avec les événements de base, avec événements de base et des règles de policies. Kubermore, lui, donc rien du tout avec des événements. Et en fait, il y a plein de granularité. En fait, Kubermore, il y a 7 ou 8 tests pour pouvoir arriver à ces résultats. Sur l'architecture, donc j'ai mis l'OpenTelemetry démo, j'ai mis la partie OpenTelemetry, j'ai mis 2 applications. Donc là, je simule des bâches qui font des attaques sur les conteneurs. Unguard, c'est une application qui a été designée pour avoir des fuites de sécurité. Et après, il y a la solution. Et j'ai mis Inspector Gadget, qui est une solution CNCF, qui me permet de faire des eBPF top pour mesurer le temps consommé dans le kernel. Alors, regardons ça. Donc, on a fait 2 typologies de tests. Donc, un test à 50 utilisateurs et après un test en test de charge. Donc là, je partage que les tests constants de 50 utilisateurs parce qu'en fait, le test de charge n'a pas montré de conclusions différentes. Alors, sur la partie latence, quand on regarde, faut savoir que Falco et Kubescape ont toutes les règles activées déjà et Kubescape ne fait pas que le runtime. Donc, on voit que Kubescape déjà consomme de base 13 millisecondes de plus. Falco à 3 millisecondes, Tetragon à 3 millisecondes et Kubermore à 5 millisecondes. En termes de ressources, sur la partie opérateur, on va dire, Kubescape fait énormément de choses, donc forcément, il consomme beaucoup plus par rapport aux autres en termes de mémoire. En termes de CPU, on voit déjà que Falco consomme plus que ses voisins. Et après, c'est Kubescape et après, les autres sont vraiment un rat des pâquerettes, mais ils ne font rien à ce moment-là. Et enfin, en eBPF, on va revoir sur la partie eBPF CPU qui est en bas, c'est Kubescape qui consomme le plus, et Falco en deuxième. Et la mémoire, c'est toujours Kubescape et Falco. Maintenant, quand on va introduire des policies, donc des règles de sécurité, donc Falco, lui, il les avait déjà de base, donc toujours 3 millisecondes. Tetragon, tiens, on se rapproche de Kubescape déjà, 13 millisecondes. Et Kubermore également, 13 millisecondes également. Sur la partie ressources, on est à peu près pareil, sauf que là, qu'on voit déjà ça n'a pas changé grand-chose, à part sur la partie eBPF, où Tetragon, on voit bien qu'il a commencé à consommer beaucoup plus de ressources. Tetragon consomme beaucoup plus de ressources dans le kernel. Et idem pour la partie mémoire, on a Tetragon qui est remonté par rapport à tout à l'heure. Maintenant, on va activer la partie événements. Donc, on peut activer plein d'événements. Donc là, c'est le test avec tous les événements activés sur Kubermore. C'est pour vous montrer à quel point il faut faire attention. Donc là, on est passé à 36 millisecondes par rapport à tout à l'heure. Et sur la partie consommation, on voit que sur la partie CPU, Kubermore et Tetragon sont remontés en haut par rapport aux deux autres. Donc, tout ça pour dire que une sonde de sécurité, c'est très bien, mais il faut vraiment surveiller qu'est-ce qu'on surveille, enfin, quels sont les événements qu'on veut capturer, parce que ça va avoir un impact forcément sur le fonctionnement de vos applications et sur les ressources associées dans vos clusters. Donc, si on devait mettre un top, je dirais Falco, qui est toujours stable. De base, il a tout. Sur la partie CPU, c'était pareil, mais on ne voit pas. Et sur la partie mémoire aussi. Et sur la partie BPF, je dirais le mieux, c'était en termes de consommation mémoire BPF, c'était Kubermore. Et puis, sinon, c'était en CPU, on ne voit pas, mais c'était Falco, je crois. Donc, en comparaison, je dirais, moi, si j'ai une préférence à faire, je dirais Kubescape, c'est génial parce que j'ai tout le panel qu'il me faut, sauf que je ne peux pas bloquer les événements. Et après, mon deuxième favori, on va dire, hormis Falco, mais Falco, je trouve que c'est un peu pénible à configurer. Même si Tetragon est un élément très compliqué à configurer, une fois qu'on a compris un peu ce qu'on peut faire derrière, je trouve que c'est extrêmement riche. Par contre, il faut surveiller sur l'impact de ces règles de sécurité qu'on a mis en place, parce que forcément, plus on capture, plus on va générer du bruit et plus on va consommer dans le kernel ou dans l'user space. Voilà, petit teaser sur ma chaîne YouTube Is It Observable. Donc, j'ai tous ces éléments, toutes ces solutions ont été abordées en deep dive sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder.
N'hésitez pas à liker si vous aimez bien et n'hésitez pas à ne pas aimer. Si vous n'avez pas aimé, c'est bien parce que moi, ça me fait des critiques et au moins je peux améliorer mon contenu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai tué là. Non, ça, non, ça. Tester, ça ou est-ce que toi ou la communauté a pu tester, ce genre de solution avec, du Scone sur des images Docker avec des puces CGX? Ça fonctionne bien? On arrive à voir tout l'écosystème ou? Alors, en fait, le kernel, alors je ne sais pas, j'ai pas fait du tout, je ne sais pas, je peux pas te dire. Mais en fait, quand la partie BPF requiert un kernel de dernière génération, généralement, souvent quand on est sur des providers cloud, on les a. Par contre, sur ces choses, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire comment ça se comporte. Je n'ai pas testé, je n'ai pas de retour. Et après, sur la partie BPF aussi, savoir en termes de hackers, si vous êtes il y a des hackers dans la salle ou pas? Ah. Donc, la première chose qu'il faut quand tu attaques un cluster, c'est que tu regardes s'il n'y a pas un son d'IBPF qui est dans le coin. Et si tu l'as, bah, tu prends contrôle et là, tu es le champion du monde. Tu contrôles tout le cluster. Parce que tu as besoin des droits extrêmement, extrêmement larges sur le cluster. Ce qui est un peu le côté désavantage de cette technologie pour le moment. Vous avez d'autres questions? J'ai juste une petite question sur l'observabilité. En fait, je vois qu'on passe beaucoup par du OpenTelemetry. Est-ce que c'est obligatoire de mettre des collecteurs OpenTelemetry pour faire l'observabilité ou est-ce que, par exemple, chez Dynatrace, une solution comme OneAgent, ça peut faire directement la récupération des informations? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, par rapport à ma casquette, je ne vais pas promouvoir ma solution. Donc, je ferai forcément, oui, si on met un agent qui instrumente les nœuds, il va capter les accès fichiers, etc. Il va les capter. Quand c'est de la custom métrique, donc là, c'est du Prometheus. On a une fonctionnalité de support dans Dynatrace pour récupérer ces fameux métriques. Mais je trouve qu'après, si vous avez pour l'habitude de faire du scrap config avec du Prometheus, bah, dans l'OpenTelemetry, vous avez le Prometheus Receiver. On le met. Enfin, après, c'est par habitude, mais je trouve que moi, j'aime bien contrôler, filtrer, nettoyer ce que j'ai envie avant d'envoyer vers le back-end, pour la simple et bonne raison que je contrôle ce que j'envoie et la quantité de données que j'envoie. Après, on peut laisser la solution de Dynatrace, justement, elle va faire du sampling, enfin, elle va essayer d'envoyer ce qui n'est pas nécessaire, mais de manière générale, si on a l'opportunité, c'est une valeur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Plus une question sur la communauté et les vendeurs de chaque solution. C'était pas un des benchmarks finalement. Est-ce que ces 4 solutions sont vraiment des solutions, je dirais, très communautaires ou est-ce que certaines sont vraiment portées par des entreprises derrière, donc finalement, on sait un peu moins comment ça évolue? Est-ce que toutes elles sont ouvertes, aux évolutions? Enfin voilà, c'est un peu ce côté communautaire. Alors, j'ai choisi j'avais fait un benchmark avec Tracy, d'Aqua Sécurité, donc je l'ai retiré parce que c'est pas une solution de la CNCF, alors que là, c'est 4 projets CNCF. Et oui, Sysdig, leur business, ils se basent dessus, donc nécessairement, ils le mettent à jour. Armo, en fait, le moteur cœur, c'est ça, donc ils le mettent à jour et on garde les contributeurs et mainteneurs, c'est la plupart des ingénieurs, c'est Armo. Tetragon, Tetragon aussi, vu comment ça a été conçu, je pense que c'est des gens de des gens de Cilium et de Isoviolent. CubeArmor également, la plupart des gens, alors je me souviens plus de la société qui est derrière, mais c'est Gamons. Donc souvent, la maintenance, elle est là derrière. Je dirais que en ayant fait l'exploration de ces outils, quand j'ai regardé CubeArmor, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, ils avaient un Falco ils avaient un CubeArmor Sidekick et en fait, ils ont fait tous les trucs que les autres ont fait». Donc, quand tu regardes le repo GitHub, donc tu sens que c'est un projet plus jeune et qui essaient de voir un peu ce que les autres ont fait et de faire leur sauce. Ça fait moins mature. Enfin, moi, c'est mon retour d'expérience que les autres qui fait plus robuste. Par contre, en termes de doc, si je vais mettre une doc en exergue, en avant, la documentation de Cubescape, elle est compréhensible. Cilium, je sais pas si c'est moi, mais quand je regarde Cilium, j'ai l'impression d'être enfin, excusez-moi, d'avoir raté enfin, pas fait d'études, quoi. Je me suis dit: «Il y a un problème, je comprends pas, quoi». Bon, après, on y revient plusieurs fois, on comprend. Donc, Cilium, c'est même sur la partie service mesh, hein, tu te dis: «Mais il y a un problème». Mais voilà, après, c'est parce que c'est des ingénieurs réseau qui conçoivent les docs, donc ça se voit, ça se voit. Et après sur la partie, Falco, Falco, c'est assez riche en termes de doc et Falco, c'est le plus vieux, en termes de projet. Donc je dirais que la doc Falco est quand même extrêmement bien faite.